Je vais vous présenter rapidement une étude donc, qui s'appelle « 137 nuances de terrorisme, les djihadistes de France face à la justice » que j'ai publiée en avril, qui est disponible sur le site de l'IFRI, www.ifri.org, l'IFRI étant l'Institut français des relations internationales. Et dans le fond, le point de départ de cette étude, c'est une interrogation qui est simple, qui est qui sont les djihadistes qui agissent en France et comment se radicalisent-ils? Et il est étonnant qu'on se pose encore cette question, en l'occurrence en 2017 ou 2018. J'ai commencé en 2017, mais ça a été publié en 2018. Mais si on se la pose encore, c'est qu'il n'y avait pas eu d'études quantitatives faites sur les djihadistes étant passés à l'acte sur le territoire national. Ce que j'ai essayé de faire donc, c'est de réunir des documents qui puissent permettre de faire une telle étude. Et les documents qui m'ont semblé les plus simples à obtenir, mais qui ne l'étaient en réalité pas tant que ça, c'était des jugements. Puisque, vous savez, les procès sont publics en France, on peut y assister, et théoriquement, les jugements sont également publics. Or, la collecte de ces jugements s'est révélée plus compliquée que prévu. Au final, j'ai réussi à obtenir des jugements concernant 137 individus qui ont été condamnés en France dans des affaires de terrorisme sur la période 2004 à 2017, donc une période assez large qui permet de couvrir un spectre, disons pour faire simple, qui va d'Al-Qaïda à Daesh. Sachant que j'ai à peu près la moitié de ces jugements qui datent de 2016-2017 et qui concernent donc des filières vraiment syro-irakiennes. Une fois que j'ai collecté ces jugements, j'ai fait en fait des grilles d'analyse, 3 grilles d'analyse. Une grille d'analyse sur les parcours de vie de ces individus. Il s'agissait tout simplement de savoir qui ils étaient, où est-ce qu'ils sont nés, qui étaient leurs parents, quelle est leur nationalité, quelles étaient leurs activités dans leur jeunesse, quel type d'éducation ils ont eu, etc. Une deuxième grille sur les processus de radicalisation. Comment s'est passé ce processus de radicalisation? Est-ce qu'ils se sont radicalisés seuls ou en groupe? Si oui, avec qui? Avec des amis? Avec de la famille? Où s'est passé le processus de radicalisation? Quel rôle a joué Internet? Et puis une troisième grille sur le traitement judiciaire. Par exemple, quelle est l'évolution des peines dans ce pays? Ou quelle est la durée entre l'arrestation et le procès? L'échantillon se composait de... Hop là, ça va toujours trop vite. De 131 hommes et 6 femmes. Pourquoi cette différence? Bon, d'une part parce que les hommes sont quand même plus impliqués jusqu'à présent que les femmes dans le djihadisme, mais surtout parce que l'institution judiciaire a mis du temps à intégrer le fait que les femmes pouvaient aussi être impliquées dans des actes de terrorisme, dans des faits de djihadisme, et qu'elles n'étaient pas uniquement des victimes de maris ou de compagnons qui les radicalisaient. Si vous refaites la même étude dans quelques années, vous aurez beaucoup plus de femmes parce que depuis 2 ans et demi maintenant, les femmes sont beaucoup plus poursuivies qu'elles ne l'étaient à l'époque. L'âge moyen de l'échantillon, c'est 26 ans et il tend à baisser puisque sur les 2 dernières années, l'âge est de 24 ans. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je n'ai pas intégré des mineurs dans mon échantillon. Si je l'avais fait, évidemment, l'âge moyen aurait été bien plus faible. Pour ce qui est de la répartition géographique sur le territoire national, puisque dans les jugements, on a les adresses des individus condamnés, on voit qu'il y a un double phénomène, un phénomène de décentralisation qui, à mon avis, s'explique largement par le fait que la propagande djihadiste, justement, parvient dans tous les foyers, quel que soit l'endroit du territoire national où on se trouve, y compris dans les zones rurales les plus reculées. Et en même temps, on voit qu'il y a des hubs de terrorisme, des zones qui sont en rouge sur la carte, qui sont plus touchées que d'autres. Et à mon avis, ça s'explique de 2 manières. D'une part, parce qu'il y a encore des recruteurs physiques qui agissent dans certains quartiers, et d'autre part, parce qu'il y a des dynamiques de groupe qui se mettent en place et qui font que quand une personne part, elle a tendance à entraîner ses copains. On voit, en croisant cette carte et ces adresses avec la carte des quartiers prioritaires de la ville, que 40% des individus de mon échantillon proviennent de quartiers prioritaires de la politique de la ville, pour le dire plus simplement, de banlieue. Alors, quelles sont les grandes tendances qui se dégagent de cet échantillon? Si la slide veut bien fonctionner, je ne sais pas où se trouve le capteur. Voilà. Hop. La première tendance très forte, c'est le niveau d'éducation. Niveau d'éducation qui est très faible. Dans mon échantillon, il y a 47% de non-diplômés. Souvent, ils n'ont même pas le brevet des collèges. Et on a vraiment un phénomène de décrochage scolaire massif.
Il y a toujours des exceptions. Vous avez dans l'échantillon un ingénieur et un titulaire d'un doctorat. En l'occurrence, c'est un doctorat en physique des particules et le titulaire du doctorat en question travaillait au CERN, donc c'était quand même particulièrement sensible. Mais on voit précisément que ces cas-là, qui ont tendance à attirer la lumière des médias, parce que c'est vrai qu'ils sont spectaculaires, ils interrogent, sont en réalité statistiquement très peu significatifs. La grande tendance, c'est un niveau d'éducation extrêmement faible. Le corollaire, toujours si la slide suivante veut bien s'afficher, c'est l'intégration très faible sur le marché de l'emploi, avec 36% de chômeurs dans mon échantillon, plus 22% d'emplois précaires. Vous voyez là encore qu'il y a des exceptions, 2% de cadres et de professions intellectuelles supérieures. Mais encore une fois, ce sont des exceptions. La grande tendance, c'est des grosses difficultés d'intégration sur le marché du travail. Et j'ouvre une parenthèse, ces chiffres risquent d'augmenter puisque en échangeant récemment avec des directeurs sûreté de certaines entreprises, on s'aperçoit que quand ils se rendent compte qu'il y a un radicalisé dans une entreprise, en général, ils ont tendance à ne pas prendre de risques et à le licencier, quel qu'en soit le coût au prud'homme derrière, et du coup, ces personnes-là atterrissent à Pôle emploi et dans la catégorie chômeurs. La slide suivante, si elle veut bien s'afficher, c'est sur le lien entre la criminalité et le terrorisme. Et on voit, quand on regarde les casiers judiciaires des individus concernés, que 40% de mon échantillon avaient déjà été condamnés au moins une fois, plus 12% qui n'avaient pas été condamnés, mais qui avaient fait l'objet d'un signalement à la police ou à la gendarmerie. A l'inverse, 48% ont un casier judiciaire vierge. Alors on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Moi, j'ai plutôt tendance à le voir à moitié plein, puisque ces taux d'antécédents judiciaires sont bien supérieurs à la moyenne nationale. J'en viens à un point plus sensible de l'échantillon, qui est la question de la nationalité et des origines. La nationalité est mentionnée dans les jugements. Et on voit que 69% des individus n'ont qu'une nationalité, et c'est la nationalité française. Il y a en outre 22% de binationaux. Pour l'essentiel, ce sont des franco-marocains, des franco-tunisiens et des franco-algériens. Et puis 7% qui sont les plus anciens en fait dans mon échantillon, qui proviennent d'un pays du Maghreb. Pour le dire autrement, le terrorisme homegrown, le terrorisme made in France, est devenu vraiment la norme. Les terroristes qui agissent en France ont été éduqués en France, souvent sont nés en France, sont passés par l'école laïque et républicaine, et pourtant ils sont devenus terroristes. Si on remonte à la génération du dessus, la génération des parents, on voit que 59% des parents sont originaires du Maghreb, 9% d'Afrique subsaharienne, donc on voit quand même que le facteur migratoire, on a affaire pour l'essentiel à des deuxièmes, voire à des troisièmes générations, reste important. Et on peut dire ça, à mon avis, très calmement, sans créer des polémiques, sans stigmatiser des populations, mais pour montrer que ça correspond à une réalité et que si on prend en compte cette réalité, on peut sans doute faire des programmes de prévention de la radicalisation plus ciblés et plus pertinents. Pour ce qui est de la religion, puisque c'est aussi quelque chose qui apparaît en filigrane dans beaucoup de jugements, on voit que 74% de l'échantillon sont des individus nés dans des familles musulmanes et qu'il y a 26% de convertis à l'islam. Et le point commun, pour faire vite, c'est que le niveau de connaissance religieuse est globalement très faible. Maintenant, si on va au-delà des chiffres et qu'on regarde un peu les tendances plus qualitatives, là encore, si la slide suivante veut bien s'afficher, on voit que les processus de radicalisation, généralement, sont relativement longs, contrairement à ce qu'on entend parfois dans les médias. Moi, je n'ai eu aucun cas de basculement du jour au lendemain dans mon échantillon. Le processus prenait généralement plusieurs mois, voire plusieurs années dans certains cas. Autre point important qui se dégage en filigrane, il n'y a pas dans mon échantillon de loup solitaire. Tous les individus sont condamnés pour association de malfaiteurs terroristes, ce qui veut bien dire les choses. C'est une association de plusieurs malfaiteurs. Et même quand quelqu'un passe à l'acte seul, on s'aperçoit bien souvent que derrière, il y a un réseau où il y a une mouvance. Il y a l'exemple bien célèbre de Mohamed Merah qui a été mentionné tout à l'heure. Au départ, il a été présenté comme un loup solitaire avant qu'on se rende compte qu'il vivait dans un entourage très radical. Et son frère, comme vous le savez, a été condamné pour association de malfaiteurs terroristes l'an dernier. Autre point intéressant, la récidive. Et ça, c'est évidemment un point brûlant, puisqu'on sait que d'ici la fin 2019, il va y avoir une cinquantaine de détenus terroristes qui vont être libérés et qu'environ 450 détenus radicalisés vont l'être également.
La récidive, elle n'est pas théorique. Il y a plusieurs cas de récidive dans mon échantillon et il faut en distinguer 3 types. Un premier type qui est une récidive sous la forme d'un départ sur une autre terre de djihad, typiquement des personnes qui avaient été condamnées dans des filières afghanes, dans des filières pakistanaises, qui ont purgé leur peine puis qui sont parties en Syrie. Deuxième type de récidive, c'est des personnes qui veulent commettre des attentats en prison sur le personnel pénitentiaire, ce qui évidemment serait très problématique vu le climat social actuel dans les prisons. Et troisième type de récidive, c'est l'attentat en France. On en a déjà eu 2 exemples. Chérif Kouachi, qui avait été condamné en 2008 pour avoir voulu partir en Irak et qui est passé à l'acte en 2015 avec son frère dans le cadre de la tuerie de Charlie Hebdo, et Larossi Abala, l'auteur de la tuerie de Magnanville, qui lui avait été condamné en 2013 dans le cadre d'une filière pakistano-afghane. Donc la récidive, c'est vraiment, à mon avis, un point très important pour les prochaines années à surveiller tout particulièrement. Dernier point, c'est les cas de radicalisation transgénérationnelle. Il y a un certain nombre de grandes figures plus âgées qui sont présentes en filigrane à travers les générations et qu'on voit depuis 2-3 décennies dans cette mouvance-là et qui ont réussi à radicaliser plusieurs générations de terroristes. Et ces gens-là, pour certains, sont toujours présents. Il y en a un qui défraie la chronique actuellement, qui est Jamel Begal. Je ne m'attarde pas sur ce cas-là. Mais au-delà de ce cas particulier, la question de la radicalisation transgénérationnelle est évidemment très inquiétante, compte tenu du nombre d'enfants aussi qui ont été radicalisés, soit en Syrie, on connaît ce chiffre, environ 500 enfants qui soit sont partis en Syrie très jeunes, soit sont nés sur place. Et ces enfants, certains sont rentrés, environ 80, avec tout un effort qui est fait pour essayer de les sortir de ces mouvances-là et que je ne vais pas détailler faute de temps. Ces enfants, en tout cas, devront être suivis sur le long terme. Et on oublie souvent, quand on parle des enfants revenants, qu'il y a aussi des enfants qui ne sont pas partis, qui ont grandi en France dans des mouvances radicales et qu'il faudra aussi surveiller sur le long terme. Ma conclusion, très rapide, c'est que la menace djihadiste devra être gérée sur le long terme, avec des suivis qui devront être très probablement individualisés, qui seront longs, qui seront probablement coûteux, avec des résultats incertains. Ces 4 éléments long, individualisé, coûteux, résultat incertain, c'est généralement ce que les politiques n'aiment pas entendre, mais en même temps, si on vous vend une recette magique ou une baguette magique pour vous expliquer qu'on peut avoir la solution pour faire des choses rapidement, en groupe, et qu'on va déradicaliser tout le monde comme ça, si on vous dit ça, ce n'est simplement pas le reflet de la réalité. Voilà, je vous remercie.